Des images, de la lumière, du son et des couleurs dans vos écrans pour ce matin. Et c'est dans la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de couleurs. Elle est à mes côtés encore ce matin. Tout à fait, avec un grand sourire pour vous souhaiter un doux réveil, chers téléspectateurs fidèles de Matin Bonheur. Bienvenue à ce qui peut être appelé notre petit cocon à nous pour le matin, comme ça aux aurores. Le temps est frais et puis les esprits sont disposés à recevoir des informations pertinentes. Et oui, aujourd'hui, on parlera de plusieurs choses à la fois. On aura en amont, bien sûr, le passage de Régis Kofi, aussi Monsieur Barthélémy Gueux-Conon. Avec lui, on terminera sur le sujet des tendances pour cette année 2021. Mais c'est pas tout. Et ce que nous allons ajouter, Alix, c'est bien sûr le code citoyen. Et oui, on va parler encore de citoyenneté aujourd'hui dans cette émission, sans oublier que chaque mardi, vous avez droit à du droit. Exactement, vous avez droit à du droit et le droit va s'imposer avec ce sujet-là. On parle de cessation de mariage, vous l'aurez compris, le divorce et ses implications. Aujourd'hui, ça rimera à la liquidation des biens car cela fait partie aussi des conditions pour se séparer. Et une partie très importante aussi dans cette émission, eh bien, c'est le petit-déj. Ah, vous aurez un plat aujourd'hui. Le nom, je vous le donne maintenant, gravlax de thon au taboulé de quinoa. Ne me dites pas ce que c'est, on va tous découvrir tout à l'heure. Tout à fait. Et on aura un plat complet avec notre chef Oro, avec qui on prend beaucoup de plaisir maintenant à discuter sur son univers culinaire. Alors, nous sommes donc aujourd'hui, mardi 19 janvier. Il reste encore 2 mois pour janvier, ne vous inquiétez pas, ça va finir bientôt. 2 mois et demi, je pense. Ben oui, non, dans 2 petites semaines, 1 semaine et demie, on en aura fini et puis on passera au mois de l'amour. Alors, 19e jour donc de l'année 2021. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On part au Gabon pour commencer avec les prénoms du jour. Sinon, nous célébrons les Saint-Marus aujourd'hui. Rapidement, sachez qu'on peut appeler la fille Agathe si nous allons au Gabon. Sinon, peut-être Agathé dans d'autres prononciations, qui veut dire brave. Et le garçon, c'est Soa, qui veut dire condition libre. Et nous sommes libres maintenant de vous permettre de voir la couleur du temps avec la météo et le premier flash de Régis Kofi. Bonjour mesdames et messieurs. En début de matinée, la visibilité sera réduite par la présence du brouillard ou de la brume humide dans les régions de l'ouest, du centre, du littoral et du sud forestier. Puis, progressivement, le temps s'ensoleillera. Au nord et à l'est du pays, les vents humides atténueront les effets de l'harmattan. Cependant, au nord-ouest, on observera de la brume sèche. Les températures au cours de la matinée afficheront 26 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké et Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 24 à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 21 à Korogo, 22 degrés à Mans, 19 degrés la minimale à Odiné, 25 degrés à San Pedro, 24 à Sassandra et Tabou et nous terminons avec 23 degrés à Yamoussoukro. L'instabilité se développera sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest, mais également c'est situé à l'est du pays, coordonné en milieu ou en fin d'après-midi des masses nuageuses denses avec possibilité d'orages isolés, accompagnés localement de pluie. Au nord du pays, le temps sera partiellement nuageux et les effets de l'harmattan se feront plus ressentis en fin d'après-midi. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 35 à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 33 à Daloa, 35 à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 36 à Korogo, 33 degrés à Mans, 36 à Odiné, 31 degrés pour San Pedro, 31 à Sassandra, 30 degrés à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci pour votre aimable attention à ce bulletin météo. Au cours de cet après-midi, l'instabilité pourrait se développer et donner de la pluie à l'ouest, à l'est et dans le sud.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. C'est au roi et chef traditionnel qu'est dévolue la mission de réconciliation au quotidien. C'est ce qu'a déclaré Kouadio Konan Bertin. À l'issue d'une rencontre avec ces derniers à Yamoussoukro, le ministre de la Réconciliation nationale a reçu le soutien et la bénédiction de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Kouadio Kwame. Après les dignitaires religieux, il était utile pour le ministre de la Réconciliation nationale de rencontrer les garants de la tradition. S'adosser au baobab compte tenu de l'immensité de la tâche, se mettre à l'abri, prendre des conseils et se faire encadrer. Pour le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, le temps de la belligérance a trop duré. Les Ivoiriens n'ont d'autre choix que d'aller à la paix définitive afin de relever de nombreux défis de développement. Les rois et chefs traditionnels, c'est à eux qu'est dévolue la mission de réconciliation au quotidien. Ils sont donc sur le terrain. Je suis venu d'abord les féliciter pour ce qu'ils ont pu faire jusque-là. Et mettre à leur disposition, de sorte que nous puissions travailler en synergie dans la vision du chef de l'État pour conduire à bien cette mission de réconciliation. Notre pays a trop souffert. Nous devons maintenant sortir de la belligérance, mais définitivement, et nous installer dans la voie du dialogue, aller à la paix pour réconcilier à nouveau le peuple de Côte d'Ivoire. Pour le président de la Chambre, la démarche est noble. Il faut donc travailler de concert pour des objectifs attendus. Nous lui avons dit qu'il a tout notre soutien et toute notre bénédiction pour qu'en synergie, nous puissions réussir cette mission de réconciliation nationale. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est une institution de la République qui fait la promotion de la paix, du développement et de la cohésion sociale. Kouadio Konan Bertin est nommé ministre de la Réconciliation nationale le 15 décembre 2020. On en vient aux législatives du 6 mars prochain. C'est demain que prennent fin les dépôts de candidature. Notre reporter Éric Goré s'est donc rendu hier à la commission électorale indépendante CEI. Il nous décrit l'ambiance à quelques heures de la clôture. Suivant. La commission électorale indépendante grouille de monde ce 18 janvier 2021. Nous sommes à 2 jours de la fin des dépôts de dossiers de candidature, mais la CEI ne désemplit pas. Les futurs représentants du peuple sont présents pour faire acte de candidature. Nous avons une vision de telle sorte que nous puissions aider nos parents à s'en sortir, à être informés de l'action gouvernementale. Et je pense que le rôle du député, c'est d'être proche de la population afin de leur apporter le meilleur, l'information qu'il faut. Il y a ceux qui vont à ces élections en indépendant. Nous pensons que nous pouvons être un porte-voix de nos électeurs, donc je parle de ceux de ma circonscription, mais bien évidemment, le mandat du député n'étant pas impératif, être le porte-voix du peuple de Côte d'Ivoire. L'avenir appartenant à la jeunesse, nous devons avoir un candidat jeune qui sera à l'hémicycle et qui pourra vraiment défendre la cause non seulement de la jeunesse de Côte d'Ivoire, mais aussi de toute la nation ivoirienne. À côté de ces candidats indépendants, il y a ceux qui disent représenter la société civile. Notre symbole, c'est la voix de la société civile pour la paix, qui exprime également le changement. Alors, aujourd'hui, nous avions constaté que notre Assemblée nationale est toujours dotée de plusieurs partis politiques. Mais la société civile est rare qu'elle se représente. C'est pour cela que nous nous mettons devant pour pouvoir apporter cette voix-là. En plus des représentants de la société civile, il y a des femmes. Ces femmes entendent prendre toute leur place dans ce processus électoral. J'ai été inspirée par des femmes leaders, oui, et ça me motive au quotidien à m'impliquer dans la politique. Essayer de faire avancer les choses dans la commune que nous avons choisie. Avec la femme, on ne va pas faire différemment des hommes, mais je peux aller loin, on va faire mieux. Le mercredi 20 janvier prochain marque la fin des dépôts de dossiers de candidature pour les législatives 2021. Après quoi, ces dossiers seront transmis au Conseil constitutionnel pour validation.
On termine avec le point presse sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Les données hospitalières relatives à l'épidémie du Covid-19 livrées hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur la période du 4 au 17 janvier 2021 font état de cas graves. On dénombre 13 patients en réanimation, dont 5 sous assistance respiratoire à Trècheville, Cocody et Yopougon, alors que 104 personnes étaient interpellées à Ibis, étaient internées à Ibis et au Vitib. Face à la résurgence des cas, les autorités sanitaires recommandent aux populations la vigilance et le respect scrupuleux des mesures barrières qui sont encore en vigueur. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 7h. Et on sera avec vous avec beaucoup de plaisir. Merci pour toutes ces informations. On vous rappelle, oui, que dans 48 heures, Alix, ça sera la fin des dépôts de dossiers. Donc, fais vite. Tout à fait, tout à fait. C'est déjà demain, donc pour toutes les personnes qui voudraient représenter le peuple à l'hémicycle, il faut se hâter. Bien sûr. Allez, nous allons maintenant vous offrir du sport pour vous permettre de bien démarrer votre journée en jambes, bien sûr. Et nous allons aujourd'hui travailler les abdominaux. Allez, en compagnie du coach Marie-Noël. Merci également à la coach Marie-Noël. Avec elle, on a bien eu une illustration du fait que les femmes devraient aussi travailler les abdominaux. Ce n'est pas dévolu qu'aux hommes, c'est vrai. On peut apprécier les tablettes de chocolat, mais une femme aussi qui a une sculpture bien faite, c'est pas plus mal. Il faut tous s'y mettre. Bien sûr, pour surtout, comme tu l'as dit, apprécier nos tablettes de chocolat. On parle de nous, là. Allez, nous allons... Il faudrait qu'il y ait adhérence, on se comprend. De l'adhérence. Nous poursuivons cette émission donc avec les informations et c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bienvenue. Bonjour. Alors, on démarre avec la première info, à savoir qu'à moins de 48 heures du dépôt des dossiers à la CEI, ça bouillonne dans les partis politiques. Oui, tout à fait. À l'approche de la date limite de dépôt des dossiers de candidature pour les législatives, le nouveau réveil nous propose un tour d'horizon de l'ambiance dans les formations politiques et selon le constat du confrère, ça chauffe dans les partis politiques. Et justement, concernant cette ambiance au sein des partis politiques, le matin nous apprend que l'impensable s'est produit au PDCI. Et cet impensable que le confrère qualifie de coup de tonnerre au PDCI-RDA, c'est la candidature en indépendant d'Alphonse Djedje Madi, l'un des barons du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire pour les législatives. Plus de précisions dans le matin. Et on va rester donc du côté de l'opposition. On nous apprend que ça ne va plus. C'est ce que révèle Soir Info. Selon le confrère, une crise profonde mine l'opposition au point où Blé Goudé et Bédier ne regardent plus dans la même direction concernant la marche à suivre au sujet des législatives. Plus de précisions dans Soir Info. Et l'Expression présente les candidats du RHDP pour les législatives. Après avoir choisi les personnalités qui vont le représenter à cette élection, le confrère barre à sa une. Voici le commando qui va donner la majorité à Ouattara. Selon le confrère, ces candidats qui émanent du choix des bases sont les meilleurs chevaux du RHDP pour ces législatives. Confidence maintenant que nous fait l'Inter sur l'Expan. Oui, le confrère, dans son numéro de ce jour, révèle comment l'ex-président de l'Assemblée nationale a été prié de quitter la France où il vivait depuis qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Le confrère propose aussi l'état des rapports entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. Et un tout autre sujet, le quotidien d'Abidjan livre un dossier sur le cacao ivoirien. Oui, le confrère, dans ce document, fait des révélations qu'il qualifie pour certaines de troublantes sur la filière cacao. Selon le quotidien d'Abidjan, ce maillon essentiel de l'économie de notre pays ne profite pas à ses acteurs principaux que sont les paysans. Dossier à retrouver donc dans le numéro du quotidien d'Abidjan de ce jour. Et on termine en sport avec cette saga qui n'en finit pas. Affaire FIF contre FIFA. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football ne lâche pas l'affaire. Tout à fait. Selon l'intelligent d'Abidjan, le tribunal arbitral du sport va se réunir dans quelques jours pour examiner les recours introduits par le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football pour casser les décisions de la FIFA, dont celle notamment relative à la mise en place d'un comité de normalisation. En attendant cette rencontre, le confrère indique que le comité exécutif a remporté une première victoire contre la normalisation et cette victoire, c'est d'avoir obtenu que les débats soient faits en français et non en anglais. À noter notamment que c'est demain que le comité de normalisation
normalisation s'installe dans les locaux de la Fédération ivoirienne de football. Le comité de normalisation qui est dirigé par cette grande dame, sénatrice, Madame Dao Gabala. Yes, c'est bien cela. On Merci beaucoup. espère que les choses vont se tasser là-bas. En parlant des tablettes de chocolat, tout à l'heure vous aviez évoqué un sujet. Moi, je connais quelqu'un qui dit que lui, les plaquettes, pas les plaquettes, mais plutôt les pots de chocolat. Les pots de chocolat. Oui, les pots pour parler de la bédaine. Oui, bien sûr, c'est évident ça. Il devrait s'y mettre avec la coach Marie-Noël. Bon. Nous suivre de manière très assidue. Je le lui conseille. Parce qu'on va percer ce pot bientôt. Il y a quoi pour ces pots? Une autre information? Oui. Non, on se retrouve demain avec. On a fermé, oui. C'est ça l'information, en fait. Oui, c'est ça l'information. Ça marche. À demain, Renaud. Bonne journée. Merci beaucoup à Renaud, que nous allons retrouver demain pour encore parcourir nos différents journaux. Allez, c'est l'heure maintenant de ce que moi j'aime bien dans cette émission aussi. À part évoquer des sujets très importants que j'aime aussi, mais il y a ce petit truc-là. Ce petit truc qui est arrivé avec un autre petit déj. C'est l'heure de manger ici à Matin Bonheur et de parcourir cette recette concoctée pour nous par le chef Oro. Bonjour chef. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci. Bonjour Angeval. Vous êtes du matin aussi, donc justement, ça va? Ça va très bien, ça va. Super. Alors, qu'est-ce que vous me proposez aujourd'hui, chef? Ce matin, je vous propose un taboulé de quinoa sur lequel on va ajouter un gravlax de thon. Ok. Le gravlax de thon, c'est une préparation suédoise qui consiste à cuire le thon dans du sucre et du sel à la fois, à 5 degrés dans une chambre réfrigérique, sur laquelle on va ajouter des herbes aromatiques telles que le thym et puis du zeste de citron. Et comme dessert, on va vous présenter une papillote de fruits confits, c'est-à-dire ce sont des fruits qui sont confits. On va laisser les fruits dégorger, leur eau de végétation vont perdre, et ensuite on va rajouter un peu de sucre pour ne pas brusquer la cuisson, à laquelle on va remettre le tout dans une feuille de crêpe. Et nous allons napper tout l'ensemble avec une crème catalienne. Dites donc, alors chef, ça a l'air très sophistiqué tout ça pour Justement. nos téléspectateurs, mais j'espère qu'ils apprécient parce qu'on fait un beau mixage. Je crois qu'au mois de décembre, on a pu avoir avec la chef Evelyne tout ce qui était typiquement de chez nous. Et là, on a un mélange d'ici et d'ailleurs avec ces différents ingrédients. Justement, ces ingrédients, c'est vrai, on le dit, ils sont astiqués. Est-ce qu'on les trouve ici facilement? Effectivement, la plupart des ingrédients, on les retrouve ici. On travaille plus avec des produits locaux. En fait, ça, c'est la priorité comment on appelle ça? De l'afrofusion? De l'afrofusion, justement, de l'afrofusion. On généralise les produits locaux à laquelle on va faire une déclinaison des produits occidentaux. Alors, la durée, et est-ce que ce sont des plats qu'on peut faire tranquillement chez nous à la maison? Bon, je pense que ces plats sont plus conseillés lors des réceptions chez nous à la maison. Voilà. C'est-à-dire, ça va dépendre maintenant du type d'invité qu'on reçoit. On peut les rendre en style gastronomie, en semi-gastronomie, ou comme on peut le faire à notre guise. À la bonne franquette. Justement. Il faut déjà que nos invités soient très ouverts côté nourriture, parce qu'on parle d'afrofusion, on voyage un peu à travers les assiettes. C'est ça. Moi, j'ai hâte j'ai même plus de questions, j'ai hâte de goûter pour voir. Alors, on intégrerait ou on situerait ce plat-là à quel niveau? C'est de la gastronomie ou qu'est-ce que c'est finalement? Je pense que c'est de la gastronomie. D'accord. Parce qu'il faut dire que ce plat a suivi plus de 15 manipulations. Et en gastronomie, on va jusqu'à 20 manipulations. Donc, un plat qui subit déjà plus de 15 manipulations, on peut dire que c'est un plat gastronomique. OK. Alors, on a c'est que nos sauces graines, là aussi, c'est gastronomique. Ben oui, parce qu'il y a 19 manipulations. Alors, le jus de carotte, il est très, on va dire, très brut, ou bien on a ajouté quand même quelque chose? Au fait, c'est un jus de carotte à laquelle nous allons ajouter un sirop quinqueliba. OK. Voilà. Quinqueliba. Justement. Peut-être raison pour laquelle on voit que c'est un peu foncé? Effectivement. Ah, oui. Ce n'est pas un jus de carotte typiquement pur. Oui. On met un sirop de quinqueliba pour faire un mélange, une fusion. Pourquoi ce mélange? Voilà, pour donner une autre saveur. D'accord. Et bon, on voit, c'est de la carotte, c'est très orangé. Alors, comment on l'obtient? Parce que, bon, nous, ici, généralement, nos jus passent par le feu ou par, on va dire, le pilon et tout ça. Celui-là, comment on l'obtient pour qu'il soit aussi d'une belle couleur, qu'il garde sa couleur? Après avoir pelé les carottes,
on la met dans une centrifugeuse, voilà, pour extraire le jus. Et après cela, on fait un sirop quinqueliba, on fait une réduction de feuilles de quinqueliba. Et après la réduction, on mélange l'ensemble. C'est ce qui donne ce mélange-là. Et il n'y a pas d'ajout de sucre? Non, pas de sucre. Pas de sucre? Pas de sucre. Pas de sucre. Pas de sucre. Parce que la carotte a déjà une bonne teneur en sucre. Effectivement, pas de sucre. Très bien. Alors, plutôt que de se mettre peut-être loin, on va se rapprocher. Hein, bien sûr. Moi, je demandais juste à côté, là, qu'est-ce que c'est? On a des... Pour le design, je veux dire. Pour la décoration. C'est quoi? C'est du chocolat? Oui, c'est du chocolat. Ah oui, du chocolat. Vous pouvez aller, hein, vous pouvez découvrir. Je me permets? Ben, bien sûr. Allez-y, là. Chacun va choisir son plat. Moi aussi, je me permets. Je commence par là. Attendez, ce thon-là, il est cru? Il n'est pas cru, mais il est cuit. Et comment il est cuit? Voilà, il est cuit dans du sucre et du sel à la fois. Ça, c'est le gravlax. Waouh! Une explosion en bouche. C'est vrai qu'on ne doit pas parler manger en parlant. Mais tu peux continuer. Hein. Moi, je mange. Vas-y. Il est très, 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 très bon. Ah, c'est la particularité de la cuisson gravlax. Le gravlax, la particularité. D'accord. On peut reprendre pour nos téléspectateurs parce que là, au visuel, ça a l'air cru. Mais en bouche, c'est cuit. C'est cuit, voilà. Et comment normalement, le gravlax, pour une certaine quantité de poisson, la quantité de sucre doit être égale à celle du sel. D'accord. Voilà, quand tu prends 100 grammes de sucre, du coup, tu prends 100 grammes de sel, à laquelle on va mélanger le poisson et on va laisser pour que le poisson puisse rendre son eau, mais dans le frigidaire. Et pour la quantité de poisson, de la protéine? Pour la protéine, tu peux aller sur 250 grammes de protéines, c'est-à-dire une portion de 250 grammes, à laquelle on va ajouter 50 grammes de sucre, 50 grammes de sel. Et on met un brin de thym et puis des zestes de 2 citrons verts. Et là, on a des carottes qu'on a... Justement, ce sont des brunoises de légumes, voilà, qu'on a mélangé avec un quinoa. Oui, le quinoa qui est une céréale, très nutritive. On trouve sur nos marchés facilement ou bien c'est en grande surface? On en trouve ici. Sur le marché, on en trouve facilement. Et sa cuisson, c'est pareil que le riz ou comment ça se passe? C'est pas pareil que le riz. D'accord. La cuisson du quinoa, ça dépend. Il y a du quinoa qui est importé, il y a celui qu'on peut trouver facilement en vrac. En vrac, la cuisson est plus lente. Par contre, je le dis parce qu'elle n'est pas déjà traitée. Voilà. Par contre, celle qu'on trouve dans les grandes surfaces... Quand l'assiette de monsieur est atteinte. Comme on dit à Abidjan, il est rassasié. Celles qu'on trouve dans les grandes surfaces, elles ont déjà subi un premier traitement. Du coup, la cuisson se fait plus facile. Voilà. À 12 minutes, de 12 à 15 minutes, on peut l'évaluer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute là? Je vois, il y a tout ça de l'huile, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas que vous voyez, hein. Vous sentez aussi. Alors, vous sentez de l'huile. Déjà, quand on fait le gravlax, la conservation se fait dans de l'huile d'olive. Voilà. Maintenant, pour une bonne durée dans de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, ça passe, mais pour une bonne durée dans de l'huile d'olive. Lorsqu'on va retirer le gravlax, pour le mettre sur ce taboulé, il va rendre son huile qu'il a absorbée. Voilà. Et c'est la saveur du poisson qui sera dans l'huile qui va permettre à ce taboulé-là d'avoir, comment on appelle ça, qui va servir de vinaigrette à la fois. D'accord. Voilà. En tout cas, je sens cette saveur-là. Justement. Oui, c'est vraiment... Et cette technique de préparation, comme je le disais, elle est suédoise. Ça permet de conserver toutes les capacités organo-nutritionnelles et leptiques du poisson. Voilà. Et là, on a beaucoup de petits légumes incorporés dans le quinoa. Comment se fait le mélange? C'est à cuisson ou c'est à froid? C'est pas à froid, mais c'est à cuisson. D'accord. C'est à cuisson. On les mélange tous ensemble pour... Non, pas du tout. Parce que les légumes n'ont pas les mêmes les mêmes temps de cuisson. Il y en a qui sont plus durs, par contre, il y en a qui sont plus mous. Voilà. On commence d'abord par les carottes. On va les sauter. Lorsque les carottes sont prêtes, on va aller sur les courgettes, sur les aubergines violettes. Ensuite, on va mettre des haricots et on va mélanger l'ensemble maintenant avec le quinoa, où on va assaisonner avec un peu de sel, de poivre et on ne met rien d'autre. Et la vinaigrette, ça sera l'huile qui va dégorger du gravlax. En tout cas, bravo. Hein. Merci. Depuis que je suis en train de déguster là, c'est magnifique. Franchement, les bienfaits de ce métier. Voilà. Non, mais tout à fait. Et on vous comprend. Peut-être que vous le confondez au riz de gagnois, mais non. C'est vrai, parce que de loin, on a le sentiment que c'est du riz. Et de loin, on a le sentiment de voir du tchèp blanc avec plein de légumes dedans. C'est ça. Lorsque vous goûtez, ce n'est pas du riz. Hein. Renaud, bon appétit. Alors, je vous invite à goûter aussi la papillote, les fruits confits. Il est bon, hein, c'est vrai. Et pas besoin de sucre, effectivement. Oui, vas-y. Pas besoin de sucre. Là, c'est pour le dessert. Justement. Il y a une surprise dedans. Ah, il y a une surprise à l'intérieur.
Bon, on va ouvrir pour voir. Je sens qu'on va prendre, je ne dirais pas des kilos, mais bon. On va faire avec... Je sens l'ananas. Merci. Ouais, bim, une surprise. L'ananas à l'intérieur de ce... Ouais, c'est très bon. L'ananas, la pomme et la crème. Ouais, on a une crème qui est vraiment très légère. Et tu sais, voilà, mâcher comme ça. Ouais. On savoure, il y a plein de saveurs. Il y a beaucoup de saveurs, c'est un mélange de saveurs. Et il faut combien de temps pour avoir... Tout ça. Ouais, il faut environ 5 heures, franchement. Environ parce que 5 c'est minutieux. 5 heures, c'est minutieux. Chef, vous n'avez pas dormi? Je n'ai pas dormi du tout. Ah, mais voilà, vous voyez tant de tout. sacrifices pour vous, chers téléspectateurs. C'est vrai que nous, on teste ici, mais il faut le dire, il faut le refaire à la maison. Et puis, on vous mettra sûrement la recette sur nos canaux digitaux. Okay. D'ailleurs, il faut créer une belle mobilisation sur notre page Facebook, les followers de Matin Bonheur. Et puis, vous aurez le bonheur et le plaisir de goûter comme ça au plat de nos différents chefs qui vont se succéder. Okay. Merci. Merci beaucoup. Chef Oro, pour cette belle... proposition du jour. Okay. Et, à partir de, oui, on va garder. Et puis nous, à partir de là, on lance tout de suite le rituel matinal avec la capsule WhatsApp. À tout de suite. Bonjour à toute l'équipe de Matin Bonheur. Je suis mademoiselle Mariam Kabouré et je viens par cette vidéo pour souhaiter une bonne heureuse année et que cette année soit l'année de l'accomplissement. Et comme d'habitude, je me réveille à 5 heures. Question de faire ma prière pendant une trentaine de minutes. Et après, je prends mon bain. Le tout, c'est de finir avant 6h30. Et à 6h30, j'allume la télé, regarder quelques passages de Matin Bonheur. C'est une émission que j'adore, waouh. Parce que normalement, avant de quitter sa maison, il faut quand même prendre quelques informations sur le pays, surtout en fait. Et pour cela, je fais un coucou spécial à Angeval et Alice, qui nous procurent vraiment du bonheur. J'aime bien. Et alors, je vais comme ça me préparer pour mon boulot. Passez une agréable journée. Bisous, je vous aime. Mesdames et messieurs, pour la suite dans ce programme, il est 7 heures dans quelques secondes. Voici Régis Kofi pour le Flash. Coup d'œil sur l'actualité internationale. Merci de nous rejoindre. En Tunisie, plus de 600 personnes ont été arrêtées hier après une troisième nuit d'émeute dans de nombreuses villes où la police déployée pour imposer un couvre-feu a été prise pour cible par des jeunes. Des troubles ont éclaté dans des quartiers marginalisés, frappés de plein fouet par une crise économique inédite au lendemain du 10e anniversaire de la chute du président Ben Ali. Il coïncide avec un confinement général de 4 jours qui s'est achevé dimanche pour tenter d'endiguer une flambée de cas de Covid-19. En Ouganda, retour d'Internet après un blackout complet de toute connexion depuis le mercredi 13 janvier, la veille des élections dans le pays. La connexion a été partiellement rétablie ce lundi, 2 jours après l'annonce des résultats officiels de la présidentielle. Les réseaux sociaux restent inaccessibles sans VPN pour le moment. Bobi Wine, le principal opposant qui rejette la victoire du président élu Yoweri Museveni, est toujours assigné à résidence. À l'aube d'une semaine historique aux États-Unis qui sera marquée demain par l'investiture de Joe Biden, les manifestations pro-Trump prévues devant les bâtiments officiels de chaque État ont déjà démarré avec des rassemblements pour l'instant limités d'hommes armés, membres de la milice Bungalo. Pendant ce temps, Washington se barricade au-delà de la capitale fédérale. Les forces de l'ordre de tout le pays sont sur le pied de guerre. Les milieux d'extrême droite et les partisans de Donald Trump appellent à marcher sur le Capitole. Le livre en gros caractères destiné aux lecteurs malvoyants encore mal connus et isolés dans les recoins de grandes surfaces culturelles va enfin bénéficier de l'ouverture d'une librairie à Paris demain, la première du genre. La librairie des grands caractères est créée par 2 maisons d'édition, Voir de près et À vue d'œil. Réaction.
On l'a créé dans l'idée d'accueillir les personnes qui ne peuvent lire que les éditions au grand caractère, donc les éditions adaptées pour les personnes malvoyantes, sachant que jusqu'à présent, les personnes qui n'achetaient que ce genre de livres, ils ne pouvaient acheter que par correspondance. Donc ils s'étaient privés du plaisir de flâner dans une librairie, de prendre un livre au hasard, regarder une quatrième de couverture, le remettre, se faire conseiller par le libraire, voilà. Ce sont des livres qui ont un papier qui n'est pas transparent, qui n'est pas blanc pour ne pas éblouir, avec une police de caractère qui est sobre, avec un contraste fort sans être trop gras, parce que écrit en gras, ça éblouit. Et c'est très important l'interlignage. L'interlignage est extrêmement important. Il ne faut pas oublier que plus vous utilisez votre vue, moins vous la perdez. Donc, en lisant et en lisant le plus possible, c'est la rééducation. Il y a des gens qui sont atteints également d'AVC, etc., vont plus facilement des grands caractères, pour se rééduquer. C'est vrai qu'il traînait quand même encore beaucoup, et ça continue un peu, l'idée que les livres en caractère sont destinés aux personnes âgées, et que les personnes âgées aimeraient qu'un certain genre de livres, comme par exemple typiquement les livres de terroir. Je n'ai rien contre les livres de terroir, nous avons ici des très belles plumes de livres de terroir. En revanche, ne proposer que ça aux lecteurs, ça me paraissait un problème quand même. On reste en France où Maurice Sacco, à la tête du restaurant Mosuke, et Colline Fauquier, restaurant signature à Marseille, reçoivent ex aequo le prix du jeune chef du guide Michelin et se voient délivrer dans la foulée leur première étoile. Regardons. Maurice Sacco, restaurant Mosuke à Paris, et Colline Fauquier, signature à Marseille. Voilà, on espère qu'elle est à votre taille. Je ne sais pas si Bragard avait vu assez haut, hein, parce que... Parfait. Elle vous va comme un gant. Parfait. Hein? J'ai donc la joie d'annoncer que Maury et Colline reçoivent pour leurs établissements Mosuke et Signature leur première étoile dans le guide Michelin 2021. Bravo Maury, alors c'est 2 vestes alors. 2 vestes. Maury, ouais, alors Maury, vous avez bien fait de venir, hein? Ah bah génial, non franchement. Doublement alors. Merci, merci à toute mon équipe, à ma compagne qui fait partie aussi de l'équipe du restaurant, qui est avec moi depuis le début, à toute l'équipe avec laquelle on s'est motivé dès l'ouverture à faire un maximum et être au niveau tout de suite. Et c'est vraiment à eux que je pense en ce moment. Et c'est vraiment une grande fierté. Je suis pas triste, hein, mais c'est un peu le rêve d'une vie. Enfin, c'est une ambition d'enfance et c'est plein de chefs qui m'ont formée et avec qui j'ai eu la chance de progresser, que j'ai envie d'honorer. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, c'est tout pour ce 7h. Excellente journée à toutes et à tous. Matin bonheur. La suite, c'est avec Alix et Anjoal. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est une belle récompense pour ces 2 jeunes ouvriers déjà étoilés. On espère un jour que l'un de nos chefs qui passe ici sur ce plateau-là sera aussi félicité et récompensé de ce Graal. Bien sûr, et c'est pour nous offrir du gravlax, de la ratatouille, et bien c'est de la gastronomie, comprenez. Ben oui, ils sont sur le bon chemin. On voyage dans les assiettes, on essaie de vous faire découvrir d'autres contrées du monde, et ça, c'est très important. Tout à fait. Aussi important à figurer sur notre conducteur, c'est notre rubrique qui vient maintenant, à savoir le digital. Et on reçoit maintenant, dans quelques instants, juste après le jingle, M. Barthélémy Gué-Conan. Il est avec nous, M. Barthélémy Gué-Conan, voilà, expert en digital. Avec lui, on parle de la mise à jour des conditions générales d'utilisation de WhatsApp, mais on va aussi rester sur ces tendances digitales de 2021, la suite et fin pour aujourd'hui. Bonjour, bienvenue, vous allez bien? Bonjour Alice, bonjour Anjoal, merci, merci de me recevoir. Justement, on procède par où, selon vous, hein?
On démarre par on va commencer par l'actualité, oui, on va commencer par l'actualité. WhatsApp ça a défrayé la chronique, exactement. Depuis 2-3 jours, on va dire même depuis quelques semaines, depuis 2-3 jours, c'est l'alerte maximum, à savoir, je n'autorise pas tant à divulguer les informations. Et de quoi s'agit-il? Alors, je me suis amusé à aller sur les boutiques d'applications, sur App Store et Play Store, pour voir le classement des applications les plus téléchargées. Alors, j'ai vu Signal, le vrai nom Signal. Après, on a Telegram et TipTop, qui font partie du top 3 des applications les plus téléchargées du moment. Alors, on va se concentrer un peu sur les deux premiers, c'est-à-dire Telegram et Signal, pour savoir quelles sont les raisons, quelles expliquent l'engouement pour ce téléchargement-là. Alors, on a deux raisons. La première, c'est la migration des partisans de Donald Trump, donc les pro-Trump qui protestaient contre le traitement infligé par YouTube, Facebook et Twitter à leurs champions, ont décidé de quitter les différentes plateformes de messagerie et aller sur Signal, parce que d'abord pour protester, et en plus j'estimais que c'était plus sécurisant pour les échanges. Mais la raison qui a fait envoler ce téléchargement-là, c'est beaucoup plus, on va dire, les nouvelles conditions d'utilisation, donc CGU de WhatsApp. Alors, de quoi il s'agit? Début d'année, donc on reçoit, vous avez certainement reçu vous-même des notifications sur votre WhatsApp, où on vous demandait donc d'accepter les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp sous peine de voir votre compte désactivé après le 8 février. Donc, il y a un vent de panique va s'emparer de tout le monde. Les lanceurs d'alerte vont s'insurger. Donc, conclusion, on va désinstaller et installer Telegram ou alors Signal. Les grands, on va dire, lanceurs d'alerte comme Joseph Snowden, donc ancien employé de la CIA et de NSA, vont demander explicitement de désinstaller WhatsApp et aller sur Signal parce que c'était plus sécurisant. Et voilà, donc j'espère qu'avec les questions, on aura le temps d'en discuter. Est-ce que vous pensez que cette migration-là vers Telegram ou vers Signal, est-ce qu'elle est raisonnable, cette immigration? On peut quand même rester avec les nouvelles conditions d'utilisation. Alors, raisonnable, tout dépend en fait de l'angle. Je dirais même, est-ce qu'elle est pertinente en termes de fonctionnalité de l'un et de l'autre? Bien sûr. A priori, ce sont des applications assez similaires. Ce sont des applications assez similaires qui vous permettent d'appeler, qui vous permettent en visio, en appel, d'envoyer des messages, de les supprimer. Vous avez pour ceux qui prennent à cœur, on va dire, leurs données, métadonnées, les données personnelles, ça a du sens. D'après les explications donc Et quelles sont ces applications-là, justement, pour pouvoir convaincre comme ça un grand nombre de personnes de se diriger vers ce nouveau canal? Oui. Alors, la raison évoquée, c'est la faille de sécurité lorsque vous utilisez, par exemple, WhatsApp. Donc, vous avez peut-être quand vous connectez à un réseau social, vous avez votre nom, votre pseudo, vos photos, la liste de contacts que vous avez dans votre téléphone, qui peuvent être exploités par, on va dire, la plateforme de messagerie. Donc, voici les raisons qui veulent que ceux qui, on va dire, sont en train de partir de WhatsApp, qui estiment que WhatsApp, Facebook n'a pas le droit de collecter leurs données, leurs métadonnées, donc les données à caractère personnel, à des fins commerciales. Parce que j'explique qu'en fait, WhatsApp est une entreprise de Facebook qui a été fondée par deux anciens employés de Yahoo. Donc, en 2014, Facebook rachète WhatsApp, qui à la base est une société qui fournit un service gratuit. Donc WhatsApp ne génère aucun sou à Facebook. Je précise que WhatsApp a acheté autour de 22 milliards de dollars, donc c'est beaucoup d'argent qui a été investi donc, par Facebook. Facebook entend rentabiliser donc cet achat, donc a commencé à mettre en place une autre application qu'on appelait WhatsApp Business, officiellement pour soutenir les petites et moyennes entreprises en leur offrant un canal d'achat. Parce que dans certains pays comme l'Inde, il est possible de faire des transactions via WhatsApp. Vous n'avez pas besoin d'aller utiliser, on va dire, un service de banque, par exemple, pour faire un règlement d'un article. Vous voyez directement un article qui vous plaît, vous payez en restant dans l'application. Donc, pour pouvoir faire cela, on a besoin de données sur les utilisateurs. Donc, Facebook demande à WhatsApp, qui est donc son entreprise,
de lui communiquer les données sur les utilisateurs, histoire d'affiner les profils d'utilisateurs qui vont servir soit à la publicité ciblée, on leur servir ce que les gens craignent, que ces données soient revendues à des sociétés tierces pour en faire du commerce. Donc, si, pour répondre à la question d'Alice, est-ce que c'est pertinent? Si je prends en compte la sécurité de mes données personnelles, ça peut être pertinent. Mais qu'est-ce qui nous protège du fait que quand l'on part, par exemple, je signale notamment, on est aussi à l'abri de cette nouvelle conditionnalité qui peut surgir à n'importe quel moment? C'est ce que la plupart d'entre nous pensons, et c'est ce que moi je pense aussi. C'est du nomadisme. Ça veut dire, en réalité, je prends l'exemple de Telegram, il y a quelques années, Telegram était entièrement gratuit. Mais depuis 2021, donc, on a annoncé que certaines fonctionnalités de Telegram seront payantes. Ça veut dire qu'on peut partir d'une idéologie dont j'expliquais la dernière fois que le modèle très souvent de ces structures-là, c'est le modèle freemium, où on offre on va dire des fonctionnalités basiques gratuitement. Et puis, comme toute entreprise engendre des coûts, on se retrouve à un moment où on a des dépenses auxquelles il faut faire face. Et là, on commence à avoir voilà, l'idée de faire payant. Donc, je signale, effectivement, actuellement, ce n'est pas payant, mais qu'est-ce qui nous dit que dans 5-10 ans, ce ne sera pas payant? Le seul argument que les défenseurs des Signal arguent, c'est que Signal emploie que 7 employés n'a pas des coûts de structure, les dépenses d'exploitation aussi, les coûts d'exploitation aussi lourds que les autres entreprises. Je pense que si on fait cette migration-là, forcément... Ben oui, cette ruée de personnes là-bas va engranger forcément un traitement. Exactement. Là, les dernières semaines, on a eu pas mal de problèmes sur Signal parce que les serveurs étaient carrément saturés. Voilà. Le flux de personnes qui étaient arrivées sur Signal. Donc, forcément, à un moment, il y a de fortes chances qu'il y ait des travaux. Et qui dit travaux va forcément parler de recrutement, de toutes ces charges-là, qu'il va falloir, bien entendu, faire face d'une manière ou d'une autre, soit par la publicité ou alors par voilà. Donc c'est possible que d'ici quelques années, on soit aussi là à parler donc voilà. Et j'espère qu'on ne va pas aller ailleurs encore. Alors, en Afrique, venons un peu sous notre tropique, pouvons-nous, devons-nous nous soucier de la protection des données à caractère confidentiel? Oui, il y a un enjeu. Oui, bien sûr, les gouvernements, ceux qui manipulent les données sensibles, oui, ça peut être, j'ai envie de dire, il faut s'en soucier. Mais nous qui sommes, j'en dis, le citoyen lambda qui travaillons dans les petites et moyennes entreprises, qui avons du business, oui, c'est important que ces données soient exploitées pour fournir le meilleur service. Parce que Facebook ou WhatsApp n'améliorent leur service que par l'utilisation des données. Donc si je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que Angeval aime et tout, je ne saurais pas lui proposer le contenu pertinent pour lui. Donc l'exploitation des données n'est pas mal en soi, parce que ça permet d'améliorer les services fournis par l'opérateur, par la plateforme. Si je manipule les données sensibles, donc gouvernementales, sécurité, oui, ça a du sens que je passe sur une plateforme qui permet d'avoir mes conversations chiffrées de bout en bout, c'est-à-dire que ce que j'envoie ne soit pas déchiffré par aucune autre partie à part mon interlocuteur. Donc oui, en Afrique, on peut se soucier de la protection de nos données à caractère personnel si on est dans les domaines assez confidentiels, assez sensibles comme les domaines de la sécurité. Mais si nous sommes, j'ai envie de dire, voilà, opérateurs économiques, nous sommes salariés, nous sommes employés, c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu exagéré de s'en soucier. Parce qu'en réalité, ce que WhatsApp transfère à Facebook, ce sont vos noms. Ce sont vos mises à jour de statut. Ce sont, par exemple, le terminal que vous utilisez. Par exemple, si Angeval est à Honolulu, qu'il appelle par WhatsApp, on dira, Monsieur Angeval à Honolulu a utilisé un iPhone 12 ou 11 et a appelé. Voici ce qu'on appelait les métadonnées que WhatsApp va transférer à Facebook pour améliorer le service. Ce que vous dites est important dans le sens où, faut le dire, hein, ce qui a créé la hantise, c'était vraiment les données confidentielles des utilisateurs. Tout le monde a pensé qu'on allait dévoiler ses messages privés, dévoiler ses photos, en tout cas déterrer des cadavres du placard. Exactement. Il n'en est rien, finalement. Exactement. C'est pas ça. Ça a été ça l'hantise. Et ça, justement, il y a eu un problème de communication de la part de WhatsApp. WhatsApp n'a pas prévenu ses utilisateurs. WhatsApp n'a pas eu une campagne. Je crois que c'est le syndicat qui a plus tressailli sur ce coup-là.
Donc non, il est clairement précisé que les contenus des messages échangés entre interlocuteurs dans les groupes restent cryptés, c'est-à-dire que restent indéchiffrables par WhatsApp, par n'importe quel opérateur. Donc, ne sont concernés que les données à caractère personnel, les métadonnées, comme je l'ai dit, les données de connexion, le nom, les choses simples, les choses basiques. Voilà. Les mises à jour de statut, à savoir les photos que nous-mêmes nous postons. Exactement. L'adresse IP, par exemple, l'adresse IP, votre localisation, le type de téléphone que vous utilisez, ce sont ces données-là qui sont exploitées, enfin, qui sont collectées et transférées à Facebook. La hantise était telle que, même en Europe, qui n'était pas concernée, parce que l'Union européenne est protégée par ce qu'on appelle le RGPD, qui est une espèce de loi qui régule, donc qui gère de façon stricte donc, la collecte des données des citoyens de la zone UE, avait aussi, donc, on commençait aussi à désinstaller alors qu'ils n'étaient pas concernés par la loi, enfin par les mises à jour. On sait les motivations. Ça a été beaucoup de confusion, ça a été beaucoup de... Et les structures, enfin les entreprises comme Signal et Telegram en ont profité. Quand vous partez sur Signal, la première phrase c'est « Dites bonjour à la confidentialité ». C'est dit, les autres, ils livrent vos données à caractère. Ils ont surfé sur la peur. Exactement, donc ça a donné... Ça a donné ce que ça a donné. En tout cas, aujourd'hui, on voit que tout le monde est en train de converger vers Signal, vers Telegram. Le téléphone ne fait que crépiter pour dire telle personne est venue sur Signal, telle personne. Mais sinon, ce n'est pas effrayant. Le fait de rester sur WhatsApp, on parle de partage de données, ce n'est pas des choses graves. C'est pas effrayant. C'est pas effrayant. Moi, en somme, on ne va pas casser vos papeaux. Il faut le dire comme ça. On ne va pas casser vos papeaux. Donc, vous pouvez rester et puis juste maîtriser voilà, c'est ça, mais ce n'est pas de l'avis. Hein. Comme je disais, ce n'est pas de l'avis de Joe Snowden qui lui... dit qu'il y a, je rappelle que c'est un ancien employé, donc informaticien employé de la NSA et de la DCI, qui disait que il y a eu, qui a révélé en 2013, donc des masses donc des coûts de captation de données, qui expliquaient qu'en fait les gouvernements, donc le gouvernement américain et britannique, voilà, écoutaient les citoyens, à la fois sur Internet, à la fois les écoutent. Donc lui, il pense clairement qu'il ne s'agit juste pas que des données à caractère personnel, mais du contenu des messages échangés, en fait. D'accord. Donc, si on est alarmiste, ça peut être effrayant, mais si on se dit, au final, ce qui occupait sont les métadonnées, on peut être tranquille. Justement, parlons de l'effectivité. Quand sera effective cette mise à jour-là? Alors, les utilisateurs peuvent, on a vu, hein, c'est au choix, on peut refuser. Quelles sont les implications quand on refuse? Alors, si on refuse déjà, initialement à partir du 8 février, on n'a plus droit au service WhatsApp, jusqu'à ce qu'on accepte pour avoir encore droit. Mais face au feu de protestation, WhatsApp a reculé, donc a reporté de 3 mois donc, la mise à jour, donc l'effectivité donc, de la mise à jour. Donc, qui passe, je crois, à mi-mai. Donc, à partir de mi-mai, si vous n'acceptez pas donc, les nouvelles mises à jour, si vous êtes dans la zone hors UE, votre compte sera désactivé. Voilà, vous serez obligé d'utiliser d'autres plateformes de messagerie. Donc, on est contraint quelque part. On est contraint, oui. Justement, c'est ça qui a choqué un peu les gens, parce qu'à la base, donc, dans la création, l'idée créatrice donc, de WhatsApp, c'était la confidentialité donc, des conversations, des données, et également la gratuité. Donc là où on tend, on voit clairement que WhatsApp est en train de devenir payant quelque part et que nos données ne sont pas aussi en sécurité que ça. Donc, il y a un changement d'orientation que WhatsApp est en train d'amorcer. Clairement. Alors, M. Guy, tout à l'heure, on a parlé un peu de l'avis de Snowden sur cet état de fait. Oui. Il y a aussi certaines rumeurs qui disent, par exemple, que Telegram, où tout le monde part aujourd'hui, là, eh bien, pourrait être supprimé pour des raisons politiques. Alors, sont-elles fondées? En fait, l'histoire derrière, c'est que depuis, là encore, on va revenir parler de Donald Trump, a demandé au Conseil national de sécurité qu'il était contre le chiffrement bout en bout, c'est-à-dire qu'il était contre tout ce qui est communication privée où on ne peut pas avoir accès. Donc, quand il parle de Telegram, enfin, il parle en gros de toutes les applications, WhatsApp, Telegram et Signal qui, en fait, ont ce type de communication privée qui empêche que le message que j'envoie en général ne peut pas être décrypté par aucun gouvernement. Donc, il a évoqué des raisons de sécurité nationale qui devaient justifier
pas supprimer, mais obliger, donc voter une loi qui obligerait ces sociétés-là à dévoiler, donner des accès au contenu des utilisateurs. D'accord. Alors pour terminer... Comme ce Telegram est russe, bon, tout de suite, on a beaucoup plus mis l'accent sur Telegram, mais sinon, il veut parler de toutes les autres applications. En même temps, c'est une guerre de suprématie pour de grandes puissances aussi, qui, par ce canal-là, réussit à happer quand même une grande frange de la population. Exactement. Alors, on va terminer rapidement avec les tendances digitales pour l'année 2021. On avait évoqué il y a deux émissions en arrière. C'est ça. Globalement, on a parlé déjà de quatre grosses tendances. L'idée des tendances digitales sont les usages qu'on va voir de plus en plus en remixing. On a parlé donc de remixing. On a aussi parlé des stories, les bonnes vieilles stories qui vont encore avoir la cote en cette année. Ensuite, on a parlé de marketing conversation, le fait pour des marques ou des célébrités de répondre au message, d'avoir cet échange de dialogue là avec leur fan. Également, on a parlé des communautés donc privées. Elle parlait tout à l'heure du syndicat, qui sont de communautés privées qui vont de plus en plus émerger et tout ça. Autre tendance digitale qu'on pourrait retrouver sont les webinars. Donc, Covid oblige, les événements vont encore se digitaliser. Donc, avec la nouvelle vague de Covid, en 2021, on pourrait avoir encore ce type d'événements qui vont se faire par visioconférence, qui vont se faire à travers des lives Facebook, Zoom et Teams. Ensuite, l'intelligence artificielle avec notamment le machine learning. Donc, là, on parle également de données. Et l'intelligence artificielle est basée sur donc, la collecte, donc on va appeler le big data, et l'analyse des données. Très simple. Si vous partez sur Internet, vous dites n'importe quoi, vous cliquez, vous cherchez peut-être des chaussures. Et l'instant d'après, quand vous vous retrouvez sur une autre page, peut-être d'actualité pour lire, peut-être page de la RTI, et vous voyez peut-être des pop-up de chaussures qui apparaissent, c'est tout. Vous vous demandez mais comment c'est possible alors qu'il y a 2-3 secondes, enfin avant j'étais en train de lire, mais simplement parce que simplement vos données ont été collectées et il y a une machine qui est derrière, qu'on appelle le machine learning, qui l'a analysé et dire Monsieur Angeval est un friand de chaussures en cuir et tout. Donc il faut que je lui propose dans la base d'annonces qui sont là, quelles sont les chaussures qui sont disponibles, de sorte à lui proposer ça. Ça, c'est le machine learning. Donc, ces choses-là, on va encore les retrouver beaucoup plus en 2021. Ensuite, on a les mêmes. Alors, aujourd'hui, le même, c'est, je crois, c'était de Versailles. C'est l'idée, donc, de partir on va dire, d'une actualité humour et d'en faire une espèce de, comment dire ça, une espèce de réplique humoristique. Il y a certaines entreprises qui l'ont utilisé avec la fameuse phrase si je dis ceci, que le balai me sème. Ça, c'est les mêmes qu'on va encore retrouver. Donc, détournement humoristique donc, de certains faits de société. Et puis, autre tendance qu'on va... Rapidement pour terminer. Oui. Pour terminer, l'autre tendance qui est le social selling. En fait, l'idée, c'est de dire maintenant la vente, c'est plus le client, le vendeur qui va démarcher avec les canaux classiques. On va utiliser les réseaux sociaux, donc le réseau social, par exemple, de social learning, c'est LinkedIn. Vous allez voir que certains articles ou certains profils vont vous envoyer des messages privés pour vous présenter certains de vos articles. L'idée, c'est de vous aider à faire des décisions d'achat. Le métier de commercial va se réinventer aussi à travers cela. Exactement. On pourra revenir là-dessus la semaine prochaine parce qu'il y a plein d'informations très utiles à en déceler. Merci infiniment, Monsieur Gueux-Conan. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Nous, on part pour une autre phase de ce programme-là, toujours sur notre conducteur. On parle maintenant du Code citoyen. Cette capsule innovante pour cette nouvelle saison qui nous permet à chaque fois de mieux apprendre et appréhender nos lois et le civisme même dans notre pays. Aujourd'hui avec M. Amadou Ouattara, directeur du service civique d'action pour le développement citoyenneté jeune. Que fait l'État? C'est le sujet, juste après ceci. Axe et diagnostic et action de l'État, voilà, pour une appropriation des valeurs civiques et citoyennes. On en parle aujourd'hui avec notre invité, M. Amadou Ouattara. Alix l'a dit à l'instant, il est directeur du service civique d'action pour le développement à la citoyenneté jeune. Bien, que fait l'État
ivoirien. On dira aujourd'hui à nos téléspectateurs pour plus de compréhension. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angeval, bonjour Alix, Monsieur bonjour au Ouattara. secrétariat d'État chargé du service civique, bonjour à l'Office du service civique national et bonjour à la nation. Justement, la Côte d'Ivoire est réunie et concentrée sur ce programme-là pour savoir exactement ce que fait l'État et de par là votre secrétariat pour encadrer les jeunes au niveau de la citoyenneté. Déjà, le service civique, qu'est-ce que c'est? Le service civique, au sens donc de la loi même instituant le service civique, est un ensemble d'actions menées en vue de l'épanouissement de la personnalité de l'individu pour en faire un citoyen conscient de ses devoirs, de ses responsabilités envers la communauté et envers l'État. Alors, dans notre viseur, on a des jeunes. Qui appelle-t-on jeunes vulnérables? Qui sont-ils? Les jeunes vulnérables, et je crois que tout à l'heure, vous avez même déjà introduit mon sujet, le flash qui vient de passer, on a montré quelque part en Tunisie un quartier marginalisé qui s'est soulevé vraiment avec des violences et autres. Pour nous, les jeunes vulnérables, ce sont les jeunes de 16 à 35 ans. Et de 16 à 35 ans, sans emploi, sans qualification ni titre professionnel, analphabètes ou en échec scolaire, sujets donc aux addictions, drogue, tabagisme, alcool, en voie de marginalisation, c'est-à-dire de basculer dans la radicalisation ou encore dans la prostitution pour ce qui concerne les jeunes filles. C'est-à-dire que c'est un creuset de jeunes qui ne sont pas laissés pour compte, parce qu'on va voir ici au fur et à mesure ce qui est fait. Mais comment vous arrivez à les identifier à partir des profils que vous avez énumérés ici? Comment on les identifie sur notre territoire? On va rester à quadriller le territoire ivoirien. Ok, merci. Pour les identifier, il faut dire que c'est une question très délicate, parce que l'approche est très délicate. Et donc, nous avons externalisé l'identification de ces jeunes. Nous avons confié à des ONG qui travaillent déjà avec ces jeunes-là, qui sont dans leur domaine, dans le domaine social. Nous avons confié aux services sociaux des mairies, ceux qui vivent au quotidien avec ces jeunes-là et qui les connaissent. Nous avons confié à des partenaires qui travaillent et bien évidemment qui identifient bien entendu ces jeunes-là, qui font la captation et qui les amènent vers nous. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette identification? Vous avez parlé de délicatesse tout à l'heure de cette tâche. Il y a bien évidemment la première difficulté, c'est la méfiance, la résistance et même peut-être, j'allais dire, il y a aussi l'ignorance. L'ignorance et la méconnaissance de notre outil. La méconnaissance de notre outil, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Et ces jeunes sont tranchés dans des repères, hein. C'est difficile de les débusquer. Donc, il faut confier à César, à ce qui est à César, des gens qui ont l'habitude de les approcher, qui travaillent au quotidien avec eux. Alors, Monsieur Ouattara, vous nous évoquiez à l'instant les difficultés qui sont de plusieurs ordres. On peut encore les décliner avant de savoir comment vous encadrez ces jeunes. OK. Donc, pour l'identification, je le disais tout à l'heure, ce sont des jeunes qui sont dans des repères que nous ne connaissons pas. Et il y a des personnes bien indiquées qui travaillent au quotidien avec eux, qui les connaissent. Donc, c'est par eux que nous passons. Ce sont les ONG, les travailleurs sociaux, etc., etc. Même tout individu, tout sachant, peut informer, mais nous, on a des difficultés pour les approcher parce qu'il y a la méfiance. Parce que ces jeunes, d'une façon générale, ont peur de tout ce qui est légal, tout ce qui est officiel. Donc, a priori, c'est la précarité. Donc, il y a une méthodologie bien adaptée pour pouvoir les approcher et c'est ce que nous suivons à travers donc, ces ONG-là. C'est vrai que c'est des relais que vous avez au travers de ces ONG-là ou même de particuliers qui vous informent quant à la présence de jeunes ça et là. Mais aujourd'hui, par le canal de cette émission, vous nous décliner la méthodologie pour pouvoir les rassurer et les emmener à vous afin de les prendre en charge? OK. Alors, c'est très simple.
Mais complexe. Oui, et complexe. Mais la méthodologie elle-même, elle est simple. D'accord. Une fois que nous allons vers ces jeunes-là, que nous arrivons à les identifier, on fait la captation, c'est-à-dire c'est notre mode de sélection, la captation. Et nous avons une grille de vulnérabilité. J'ai déjà indiqué les différents critères. Oui. Un jeune peut à la fois comporter plusieurs points en même temps. Plusieurs points. Et c'est au vu de la grille de vulnérabilité que nous les recrutons. Nous avons un total, un maximum de points, mais ceux qui ont le plus de points, c'est eux que nous recrutons par gradation jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau où peut-être, parce que tout compte fait, nous avons un quota. Quand nous avons atteint le quota, on arrête. Mais toujours est-il qu'une fois qu'ils sont identifiés, on fait la captation, nous faisons ce qu'on appelle le profilage pour voir s'ils remplissent ces différentes conditions, la grille. Ensuite, la visite médicale, puisqu'ils vont vivre en communauté. Donc, il faut bien évidemment pouvoir dépister les différents maux dont ils souffrent pour pouvoir les prendre en charge quand ils seront en communauté. Après la visite médicale, nous faisons la sélection. La sélection, elle est très rigoureuse. Nous avons un comité de sélection composé des différents partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Dans les localités à l'intérieur du pays, il y a les préfets, il y a les services sociaux, il y a les ONG de captation et il y a tous les travailleurs sociaux qui militent dans ce comité pour faire une sélection vraiment rigoureuse pour, j'allais dire, sélectionner ceux qui en ont véritablement droit. Parce que, M. Angeval, on peut avoir un orphelin, oui. il peut en avoir dans votre famille, il peut avoir un analphabète, mais après tout, il est chez M. Angeval qui s'occupe. Le critère de sélection est fonction de plusieurs autres indicateurs. Voilà, de plusieurs autres indicateurs. Donc voilà un peu comment nous procédons. OK, merci beaucoup pour toutes ces indications-là. Le résultat est sans doute ce que l'on attend, c'est cette réinsertion dans les tissus sociaux et économiques du pays. Alors, tout ce processus, pendant combien de temps est-il fait? Nous avons différents dispositifs. Nous avons différents dispositifs et le dispositif dépend de l'accompagnement des partenaires. Nous travaillons beaucoup avec les partenaires, les bailleurs. Donc, selon l'enveloppe, nous faisons le processus d'abord, après la sélection, nous passons en mode internat. Ils vivent en mode internat. Tous frais pris en charge, depuis la brosse à dents jusqu'à l'habillement sur le centre. Et une fois qu'ils sont sur le centre, nous procédons d'abord par ce que nous appelons la formation civique et citoyenne, c'est-à-dire la resocialisation. Parce que ce sont la plupart des gens qui sont en rupture de ban avec la famille, qui ne connaissent pas cette vie, qui ne sont pas forcément dangereux, mais qui sont restés retirés, vous les voyez un peu partout. Vécu en léthargie, en vase clos, ils ont fini par s'inféoder les uns aux autres. Nous faisons en sorte qu'ils puissent intégrer une vie normale de famille à travers donc, la resocialisation. La formation civique et citoyenne qui dure 3 mois. Une formation civique et citoyenne qui comprend différents aspects. Nous avons l'alphabétisation, parce que nous avons dit, ceux qui ne savent pas ni lire ni écrire. Nous faisons l'alphabétisation, nous faisons l'approche méthodologique pour ce qui est des valeurs civiques, des valeurs citoyennes, le respect, l'apprentissage des institutions, etc., etc. Nous faisons, pour certains dispositifs, nous leur faisons le brevet national de sécurité, c'est-à-dire secourisme et autres, et même peut-être le permis de conduire. Ça dépend des dispositifs. Après cette phase de resocialisation de 3 mois, sous encadrement militaire et civil, nous avons des militaires. Ce n'est pas une formation militaire, mais c'est un encadrement. Il faut les rassurer. Il faut les rassurer et il faut leur donner... discipline. Oui, la discipline. Cette rigueur aussi. Voilà, cette rigueur militaire. Et après la formation civique et citoyenne, c'est-à-dire la resocialisation, nous passons aux formations qualifiantes. Les formations qualifiantes, pour une période de 6 mois. Il y a d'autres dispositifs où la formation, la resocialisation et la formation primaire qualifiante se font de façon alternative pour 4 mois et on les envoie sur le terrain en apprentissage sur terrain auprès de maîtres artisans,
dans des entreprises, dans des structures formelles où ils apprennent la pratique. Et donc, la formation qualifiante peut durer 6 mois. Après les 6 mois, nous allons en stage. Formation qualifiante à l'école. 6 mois, nous allons en stage. En stage d'apprentissage, stage de perfectionnement, etc., etc. Et nous les accompagnons à l'insertion. Donc, du coup, selon les dispositifs, la formation peut durer de 6 à 12 mois. 12 mois. Il y a un suivi après? Vous avez des retours aujourd'hui de ces personnes-là? Oui, nous avons des retours. Nous suivons nos différents bénéficiaires qui sont sur le terrain. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ceux qui ont fini totalement leur formation et qui sont allés sur le terrain, nous avons 756. Et les 756, on arrive à les identifier à près de 90%. Mais les 10% ou autres que nous n'avons pas parce qu'ils ne sont pas identifiables, mais parce que certainement qu'ils ont pu se trouver un travail dans des localités reculées. Mais comme ils n'ont plus besoin de nous, ils ne se signalent plus. Voilà. Peut-être qu'il faut une bonne traçabilité pour qu'eux aussi ils puissent dupliquer, parce qu'ils ont reçu quelque chose de l'État. Ils pourraient aussi transmettre à d'autres jeunes. Oui, effectivement, il y en a qui viennent, qui nous servent aujourd'hui de témoins et que nous conduisons même auprès de leurs cadets qui font des témoignages sur leur passage sur le centre. Ils s'inscrivent dans du mentorat. Tout à fait, du coaching, du mentorat et autres. Voici notre... Alors, M. Ouattara, ce que vous nous dites, franchement, ça donne beaucoup d'espoir quant à la prise en charge de ces jeunes-là pour leur réinsertion. En même temps, j'ai eu des données qui un peu me touchent, à savoir qu'il y a un quota et qu'il y a une condition, c'est les bailleurs de fonds. C'est dire que l'État ne peut pas juguler ce flot de jeunes-là seulement sans l'aide extérieure? Bon, l'État fait ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il peut, parce qu'aujourd'hui, à dire vrai, vous voyez que la prise en charge coûte très cher. Tout est pris en charge. Même à l'accompagnement, après la formation, il y a des kits qu'on leur donne pour les accompagner à s'installer en auto-emploi ou des kits, des outils de travail. Donc l'État à lui seul, déjà l'État fait l'effort de réhabiliter les centres pour les mettre à disposition. D'ailleurs, on en a combien sur le territoire? Actuellement, nous avons 5 centres opérationnels, mais on en a de nombreux, près de 17, voire 22 sur le territoire national qui sont en attente donc, de financement pour être réhabilités. Notre projet, c'est de pouvoir régionaliser cette politique de formation civique et citoyenne. Alors, si vous observez bien, les centres qui sont opérationnels actuellement, nous avons ici, pour le sud, à Abidjan, nous avons Bembresso. Nous en avons au sud-ouest, à Sassandra, pour la région du sud-ouest. Nous en avons au nord, à Guingreni, pour la région du nord. Nous en avons au centre, à Boaké, pour le centre. Et à l'est, nous avons le centre de Mbayakro. Mais en projet, nous avons un centre à Bandoukou. Nous avons un centre à Guiglo, dans l'immédiat, pour pouvoir vraiment, de façon géographique, couvrir le territoire national. Une décentralisation. Parce que les besoins sont aussi bien à Abidjan que dans les localités de l'intérieur du pays. Mais rapidement, pouvez-nous, avant de terminer, nous rassurer que rien n'est payant dans ces centres? On a toujours des brebis galeuses. Rien n'est payant dans ce centre. Oui. Et je tiens encore à vous rassurer. Oui. Et je parle au nom du ministre, je parle au nom du directeur général de l'Office du service civique national, pour dire que, et je parle bien évidemment sous le regard de nos bailleurs qui nous suivent quotidiennement, pour dire que rien n'est payé sur le centre. Tout est pris en charge. Et même mieux, parce qu'il y a un élément de vulnérabilité que je n'ai pas évoqué, il y en a qui sont sans papier. Et des apatrides? Oui, ça pose des difficultés quand ils se retrouvent sur le centre, quand on veut leur faire un permis de conduire ou bien un BNS, et qu'ils n'ont pas de papier. Et la première fois, le premier contact, ils ont donné un pseudonyme ou bien un nom familier auquel
on les appelle, alors qu'en réalité, ils ont une identité réelle. Alors, quand il vient, il dit « je m'appelle tant », et on l'inscrit sous ce nom. Après, quand il est question d'établir les pièces, telles que le permis de conduire, il y a une difficulté. Donc, on va même aujourd'hui jusqu'à engager la procédure pour leur donner des papiers à ceux qui n'en ont pas. En tout cas, c'est plusieurs modules comme ça hein, d'accompagnement de ces jeunes-là qui est mis à l'actif de l'État. On fait beaucoup, mais il faut encore faire davantage et solliciter et remercier par là même tous ces bailleurs de fonds qui vous accompagnent dans cette noble mission. Merci infiniment. Monsieur Ouattara, d'être passé sur notre plateau pour nous parler de l'encadrement des jeunes au niveau de votre secrétariat. Alors, nous, on passe maintenant pour la dernière ligne droite de ce programme, à savoir la rubrique, non, la thématique, droit du jour. Et vous savez, Matin Bonheur, c'est un gros mélange de sujets très importants pour vous. Nous parlons droit maintenant avec Maître Vanessa Bam. Elle est avocate. Sujet abordé aujourd'hui, divorce de la décision à la liquidation des biens. Et puis, voici un sujet qui nous permettra d'approfondir nos connaissances sur le sujet. Maître Vanessa Bam, je rappelle, avocate, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Bonjour maître. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Alors le décor il est planté, hein. On parle de cessation de lien de mariage entre deux personnes, à savoir le divorce. Vous allez certainement nous donner la définition juridique et puis après parler de ses implications avec la corrélation que nous avons faite pour ce sujet-là, la liquidation de biens. Du coup, qu'est-ce que le divorce? Alors le divorce c'est la dissolution des liens du mariage, tout simplement. C'est-à-dire que par définition, le code de la famille de Côte d'Ivoire prévoit que des personnes qui sont mariées peuvent à tout moment décider de se séparer. Donc le divorce, c'est la séparation de personnes qui étaient préalablement dans les liens du mariage, tout simplement. Tout simplement. Avons-nous différents types? Si oui, lesquels? Oui, alors nous avons différents types de divorce. On va schématiser en disant qu'on en a deux. Le premier divorce, c'est celui qu'on soupçonne, on va dire, quand on n'est pas du domaine juridique ou judiciaire. C'est le divorce pour faute, tout simplement, où l'époux qui estime qu'il a des griefs à l'encontre de son conjoint va pouvoir saisir le tribunal pour obtenir la dissolution des liens du mariage. Et ensuite, le deuxième type de divorce, c'est le divorce par consentement mutuel. Et dans ce cadre-là, les époux sont d'accord sur le principe du divorce. Ils ont 2 années révolues de mariage et ils se présentent devant le juge en disant « Voilà, nous sommes d'accord pour divorcer, nous vous saisissons par une requête et à l'appui de cette requête, nous vous fournissons également un projet de convention qui règle les conséquences de notre divorce. » Donc voilà, premier type de divorce, le divorce pour faute, et deuxième type de divorce, le divorce par consentement mutuel. Ah, très bien. Alors, on va essayer de décrypter ces deux types de formes de divorce. Le divorce pour faute implique quoi dans, on va dire, dans la méthode, dans la démarche? Alors, le divorce pour faute implique qu'il y ait une faute, donc un comportement que vous allez reprocher à l'autre conjoint. De quelle nature? Alors, il y a quatre types de fautes qui peuvent être reprochées à un conjoint pour obtenir le divorce. Le premier type, c'est la première faute qui peut être reprochée, c'est l'adultère. Ensuite, vous avez tout ce qui est, le code vous dit, excès, sévices ou injures graves. Le troisième critère, ça va être le fait d'être condamné à une peine qui porte, pour une infraction qui porte atteinte à la considération et à l'honneur de votre conjoint. Donc, par exemple, vous êtes condamné pour meurtre, pour escroquerie de manière répétitive, pour vol, pour viol, etc. Le conjoint est fondé, dès lors que cela porte atteinte à son honneur et à sa considération, à solliciter le divorce pour ce motif-là, donc condamnation pénale. Et le dernier critère, il m'échappe un peu,
Je pense qu'on y reviendra. On y reviendra. Donc, vous avez dit aussi qu'on a le divorce par consentement mutuel. Tout à fait. On imagine que lorsqu'on a un divorce par faute, la procédure doit être très longue. Le consentement mutuel, on se dit rapidement, on divorce, on est d'accord des deux côtés. Il y a un délai imparti pour cela. Oui, tout à fait. Alors, les délais indicatifs qui sont donnés par... le délai, indicatif qui est donné en matière de divorce pour faute, la procédure est celle-là. Vous saisissez le tribunal par requête, adressée au président du tribunal de lieu de résidence de la famille ou du lieu de résidence de l'époux avec lequel demeurent les enfants mineurs. Et à ce moment-là, vous êtes reçu typiquement par le juge qui va vous entendre sur les mérites de votre prétention en divorce, donc de votre requête. Ensuite, s'il estime que vous êtes fondé, à ce moment-là, il vous autorise à citer l'autre conjoint, votre conjoint, devant lui. Donc ça se fait par voie d'huissier. Vous faites signifier vos griefs à votre conjoint. Et à ce moment-là, il y a une audience qui se tient. On dit qu'elle se tient en chambre du conseil, c'est-à-dire à huis clos, dans le bureau du juge. Et à ce moment-là, vous êtes entendu sur les griefs que vous avez formulés à l'encontre de votre conjoint. Et donc, la première phase, c'est une phase de tentative de conciliation. Donc, dans le cadre de la tentative de conciliation, la loi prévoit que vous avez un premier délai de 6 mois. Et si le juge estime qu'il y a des motifs qui lui laissent penser qu'il a une possibilité de vous réconcilier, à ce moment-là, il peut proroger ce délai-là. On parle d'un ajournement. Il peut proroger ce délai de 6 mois supplémentaires. Donc, le délai indicatif dans le Code, c'est 1 an pour le divorce pour faute. En revanche, dans le divorce par consentement mutuel, là, les délais sont bien arrêtés. Quand vous introduisez votre requête, avec, à l'appui de cette requête-là, votre projet de convention qui règle les conséquences de votre divorce, vous avez un délai de 3 mois de réflexion qui est imparti par la loi. Et au terme de ce délai-là, si vous confirmez votre intention de divorcer, à ce moment-là, et que le juge est satisfait par le projet de convention que vous lui avez soumis, à ce moment-là, il a 1 mois pour homologuer votre projet de convention. Donc, quand vous arrivez dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, vous proposez au juge les conditions dans lesquelles vous entendez vous séparer et auxquelles vous entendez vous séparer. Donc, si le juge homologue, donc vous avez un délai de 3 mois de réflexion plus 1 mois à compter de la confirmation de votre décision de divorcer. Donc, c'est un délai de 4 mois pour le divorce par consentement mutuel. C'est plus rapide, là. Voilà. Alors, nous, on a un micro-trottoir. On a décidé de prendre vos avis sur le sujet. En cas de divorce, comment se fait le partage des biens? Eh bien, voilà vos réponses. Si je ne me sépare d'une femme qu'on a des enfants, je prends les enfants en charge. Voilà, je les prends en charge, je dois m'occuper d'eux. Mais si madame est ailleurs, je dois m'occuper d'eux. Puisque je suis l'homme, je dois supporter cette charge. Je crois que tout dépend du contrat qui a été signé. Si c'est la communauté de biens ou bien séparation de biens, bon, je prends le cas de la séparation de biens. La séparation de biens, chaque partie est autonome. Chaque partie gère ses biens. Donc, s'il y a le divorce, il n'y a pas lieu de faire un partage. Mais par contre, si c'est la communauté de biens, puisque c'est des biens communs, en ce moment, il y a un notaire, un huissier qui s'en charge pour faire le partage des biens. En cas de séparation, on divise les biens en deux. Monsieur et madame prend un côté, un côté. Si je me marie, après le mariage, si en cas de divorce, je fais communauté des biens, il partage les biens que j'avais avec ma femme. S'il y a un divorce, le monsieur laisse marier, je peux dire, peut accepter de donner tous ses biens à la femme. Comme il peut refuser, il peut donner aussi la moitié de ses biens à la femme. Mais si c'est une séparation de biens, déjà à la base, le monsieur, il a déjà ses biens. La dame aussi en a aussi ses biens aussi. Donc s'il y a séparation, chacun récupère son bien et puis s'en va. Voilà notre micro-trottoir. En cas de divorce, comment se fait le partage des biens? Les Ivoiriens se prononcent. Vous avez entendu, hein, ça part dans tous les sens. Cela nous emmène à parler de la liquidation des biens. Qu'entend-on par liquidation des biens, partage des biens? Dites-nous tout. Alors, eh bien, pour que ça reste accessible. Oui. Alors, vous avez la phase du divorce. Vous arrivez au terme du divorce, vous avez eu, en fonction du régime matrimonial pour lequel vous avez opté au moment du mariage, soit une communauté de biens, soit une séparation de biens.
Alors, au moment après le prononcé du divorce, vous avez la décision, le juge va ordonner la liquidation du régime matrimonial. C'est-à-dire qu'il va dire que le pot commun, si vous êtes sur le régime de la communauté, il va falloir décider qu'est-ce qui revient à quel époux. Mais auparavant, il va falloir déterminer aussi les conditions dans lesquelles vous avez divorcé. Est-ce que c'était un divorce au tort partagé? Est-ce que c'était un divorce au tort exclusif? Et à ce moment-là, le juge va déterminer le sort des différents biens qui composent la communauté. Donc, au moment de la liquidation, le juge va désigner un professionnel du droit qui est totalement... comment on va dire, dont c'est le cœur de métier, c'est le notaire qui va procéder à la liquidation. Donc, il va évaluer les biens qui composent la communauté et en fonction de la décision qui aura été rendue par le juge, il va effectuer la répartition. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, vous avez des cas, par exemple, où on tente une première fois avec un notaire de procéder à la liquidation, peut-être que ça ne marche pas, donc on revient devant le juge pour lui demander de désigner un autre spécialiste. Ça peut être un expert comptable qui va être chargé d'évaluer le contenu de la communauté, de chiffrer d'évaluer les différents biens et de chiffrer, et qui va revenir vers le juge en lui disant « Voilà, je dépose mon rapport et dans ce rapport-là, j'ai établi que monsieur et madame X ont tel et tel bien à hauteur qui sont valorisés à tant de francs et chacun doit recevoir, selon votre décision, tant. » Donc, par exemple, si c'est un auteur partagé, c'est 50-50. Si c'est un auteur exclusif, le juge décide de la répartition. Par exemple, quand les époux sont séparés en biens, la problématique, bien entendu, ne se pose pas de cette manière-là. Chacun récupère ses biens, les biens avec lesquels il est rentré dans le mariage, ou s'il y a eu acquisition de biens, comme ils étaient séparés en biens pendant le mariage, la propriété est revenue à celui qui a fait l'acquisition du bien pendant la période de mariage. À ce moment-là, au moment de la liquidation, on fige les choses et chacun récupère les biens qu'il avait tel qu'il est rentré dans le mariage. Donc ça dépend du régime. Ça dépend du régime. Tout à fait. Mais il y a des implications, comme vous l'avez évoqué, concernant la décision de divorce, notamment pour le divorce pour faute. Dans l'imagerie, on a pu le voir avec l'élément là, les gens ont tendance à penser que lorsque nous sommes en communauté de biens, c'est du coup 50-50. C'est pas naturellement ainsi. Non, pas forcément 50-50, ça dépend. Puisque c'est un divorce pour faute. Donc le juge apprécie la faute qui est reprochée. Donc celui qui reçoit la sentence de la faute peut se voir rétrogradé dans ses parts. C'est possible, si le juge en décide ainsi. Par exemple, vous avez... alors, la dernière faute qu'on peut reprocher, et qui m'avait échappé tout à l'heure, c'était l'abandon de famille ou l'abandon du domicile conjugal. Donc, typiquement, vous êtes dans un domicile qui vous sert de domicile conjugal, qui est le lieu d'hébergement de la famille, le lieu de résidence de la famille. Et par exemple, au moment de la tentative de conciliation, si on est dans le cadre d'un divorce pour faute, le juge peut décider que, bien que le bien n'appartienne pas à celui des époux qui est demandeur au divorce, eh bien, cet époux-là va rester quand même dans le logement alors qu'il appartient, que c'est la propriété de son conjoint. Parce que, par exemple, il s'agit d'une femme qui a des enfants mineurs et c'est le mari qui, objectivement, elle rapporte par exemple un constat d'adultère où elle démontre qu'il a abandonné sa famille, qu'il est parti du domicile, qu'il réside ailleurs, et pour ces éléments, ou qu'elle subit des sévices. Et donc le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants et dans l'intérêt du conjoint aussi, qui est demandeur au divorce et qui objectivement a subi la faute qu'il reproche à son conjoint, de le maintenir dans le domicile conjugal, bien que ce domicile-là puisse appartenir à son conjoint. Alors, en l'absence de convention, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui sera fait? En l'absence de convention. En l'absence de convention entre ces deux parties. La convention intervient dans le divorce par consentement mutuel. En l'absence peut-être d'accord sur la convention. Alors, écoutez, dans ce cas-là, si vous n'êtes plus d'accord, le divorce par consentement mutuel ne pourra pas prospérer. Donc on remonte au divorce pour faute.
Bon, oui. En tout cas, le divorce par consentement mutuel ne pourra pas aboutir. Parce que, comme son nom l'indique, il faut un consentement. Il faut le consentement des deux conjoints. D'où le terme de consentement mutuel. Donc, si en cours de procédure, l'un des époux n'est plus d'accord pour partir sur cette voie-là, eh bien, il faudra envisager une autre voie. L'autre voie qui est unique, qui est celle de la faute, ou il y a d'autres recours? Il y a d'autres recours. Par exemple, qui sera forcément un divorce pour faute, puisqu'il n'y a que ces 4 critères que je vous ai énumérés là, l'adultère, les excès, l'injure grave, la condamnation pénale qui porte atteinte à la considération et l'abandon de domicile ou l'abandon de famille. C'est-à-dire quand on arrête de s'occuper de sa famille, de sa femme ou de ses enfants ou de son époux, si la dame a particulièrement les moyens de le faire, de son époux et de ses enfants. Alors, Maître, dites-nous, par rapport au divorce par consentement mutuel, et là, le préalable un peu, hein, c'est la convention, la proposition de convention qui vous lie et qui liquide un peu vos biens. Est-ce que le juge peut estimer que dans cette phase-là, il y a quand même une partie qui est lésée par rapport à l'autre et à poser son jugement, ou lui, il entérine ce qui lui est proposé? Dans le cadre du divorce par consentement mutuel avec proposition de convention. Alors, le projet de convention qui est soumis par les époux au moment de l'introduction de la requête aux fins de divorce par consentement mutuel, il est soumis à l'appréciation du juge. Donc, il peut tout à fait demander aux époux, dans le délai de réflexion, par exemple, d'avoir à revoir leur convention, s'il estime qu'il y a potentiellement un déséquilibre. C'est pour ça que le projet de convention est soumis au juge au moment de l'introduction de la requête à peine d'irrecevabilité. Donc, il y a la possibilité de revenir un petit peu sur... mais comme la commune intention des époux, c'est de divorcer par consentement mutuel, le juge les accompagne sur cette procédure-là. Merci beaucoup à Maître Vanessa Ba. On va certainement revenir sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup à dire sur, bien sûr, le divorce et la décision, la liquidation des biens. On l'a entendu même dans notre micro-trottoir. On a une idée vague comme ça du sujet, mais vous serez éclairé ici sur notre plateau. Merci, Maître. Merci à vous. Ça a été un plaisir, mais on va certainement revenir. Tout à fait. On rappelle qu'elle est avocate. Voilà. Exactement. Et donc, on parlait bien sûr du divorce, la décision de divorce et de la liquidation des biens avec Maître Vanessa Ba, qu'on recevra avec beaucoup de plaisir à souhait pour pouvoir mieux décrypter le sujet. Nous, on espère que vous avez eu de bonnes informations pour vous aiguiller sur le sujet si vous êtes concernés. Et puis, pour ceux qui ne le sont pas, on espère que vous vivez une bonne communauté de vie avec vos conjoints. Okay. Alors, on se dit à demain et puis Dieu garde tout le monde. Portez-vous bien. Au revoir.